Nombre 7 édition, diffusion et distribution de livres. Nombre 7 et Tête à Tête ont sélectionné pour vous le livre de Georges Vierne. Moins 8, un exploit sportif sur fond d'aventure humaine. Ce roman raconte l'histoire footballistique de Nîmes Olympique et sa fabuleuse remontada lors de la saison 2015-2016. Une belle aventure humaine et sportive, un livre souvenir de cet exploit sans précédent, afin que nul n'oublie pour qu'il reste gravé dans la mémoire des Nîmois et des autres, et que de temps en temps, on la sorte de la bibliothèque pour verser quelques larmes. Allez Nîmes Olympique, biographie Georges Vierne, l'auteur originaire de Porte des Cévennes, vit depuis 40 ans à Marguerite, dans la région nîmoise. Ce livre, vous pourrez le trouver au marché des agriculteurs. Bonjour, bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête ? Bien, tout simplement parce que Tête à Tête est une émission très gardoise et que nous sommes nous aussi très ancrés dans ce département au niveau du magasin. Et donc c'était un plaisir de recevoir l'émission chez nous. J'ai accepté l'invitation de Tête à Tête parce que je trouvais que c'était une très bonne idée de conjuguer culture et agriculture. Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de prendre un petit peu de votre temps à nous suivre sur notre page Facebook et YouTube. Les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, ce matin, nous sommes dans une grande surface, différente des autres. Nous en reparlerons tout à l'heure. L'arboriculteur, pour l'heure, ils sont tous prêts pour être paysan ou éditeur, ça dépend. L'arboriculteur de l'image, Benjamin Baron, toujours à la vision et plus que jamais attaché à l'émission. Michel Monteil, le laboureur et ses enfants, un riche laboureur, etc., etc. Notre caricaturiste maison. Et Béatrice, la maraîchère empressée de figer une image. Il existe un serment qui dit ceci. Paysans de siècle en siècle ont bâti nos pays. Je m'engage sur l'honneur à cultiver en bon père de famille nos terres. L'éditeur pourrait lui répondre qu'un auteur, contrairement aux paysans, écrit bien souvent dans une chambre ou un bureau dans la plate lumière et dans la solitude. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci Jean-Paul de nous recevoir au Mas des agriculteurs. Avec plaisir. Donc une surface de un peu plus de 9000 mètres carrés. Alors 900. 900, pardon. 900 mètres carrés. Voilà, ouais, 900, un petit peu plus. Et toi Christophe, merci également de jouer le jeu et d'être présent pour parler enfin des livres dans cette émission et des éditeurs. Merci de nous recevoir. Ah, merci avec plaisir, puis donc, nous ça nous fait particulièrement plaisir d'être ici au Mas des agriculteurs. Et puis voilà, toute l'équipe est bien en place. Alors d'où est partie l'idée de créer cette surface ? Alors bon, ça remonte à quelques années déjà. Hein. C'est l'initiative plutôt du président de la Chambre d'agriculture de l'époque, hein, qui était Dominique Ramy, Oui. qui a beaucoup porté ce projet. Et ensuite, l'idée générale, hein, c'était de pouvoir commercialiser des produits gardois dans le Gard et de permettre aux producteurs aussi d'être rémunérés de la façon la plus correcte possible, un petit peu mieux que ce qui se passe. Différente que dans la grande distribution. Par exemple, voilà, que ce soit un petit peu plus rémunérateur pour eux, tout en privilégiant le prix le consommateur aussi. L'idée n'est pas d'augmenter les prix et de se retrouver avec des prix trop élevés, c'est au contraire de trouver un équilibre et donc finalement de réduire les intermédiaires, de ne plus avoir d'intermédiaires. Là on n'a pas d'intermédiaire, tout est acheté en direct au producteur, ce qui nous permet finalement d'arriver à cette adéquation entre le producteur, sa rémunération et la qualité des produits et les consommateurs qui s'y retrouvent. Alors quelles sont les collectivités parties prenantes pour la création du Mas des agriculteurs ? Alors pour la création, donc c'est un bâtiment qui a été construit et financé par la Chambre d'agriculture en grande partie, et ensuite le conseil régional, la région qui a participé, ainsi que le conseil départemental. Ce sont les deux structures qui sont venues s'ajouter à la Chambre pour arriver à monter ce budget de pas loin de 5 millions d'euros. D'accord. Alors, le fonctionnement, il y a une salle d'achat, comment ça se passe ? Alors, non, c'est pas, tout est central, mais Oui. en fait, ça se passe, on est deux avec mon directeur adjoint, Gilles Marguez. On s'occupe de toute la partie des commandes, approvisionnement, et on commande donc directement au producteur qui nous livre également en direct. Produit bio ? Alors, il y a du bio. Alors, on représente finalement l'ensemble du monde agricole, donc il y a à la fois du bio et du conventionnel.
tous fruits et légumes, ceux qui ne sont pas bio sont en culture raisonnée. On a une charte avec eux là-dessus. Mais effectivement, le bio est assez bien représenté dans le magasin, et de plus en plus, parce qu'on voit que par exemple, les viticulteurs se viennent de plus en plus bio, donc il y a des gens qui sont bio, qui sont en conventionnel, et beaucoup qui sont en conversion, en cours de conversion. Ouais, j'ai eu des carottes, par exemple, qui avaient une drôle de tête, mais en fait, ce sont de véritables carottes. Voilà, c'est ça. Elles ne sont pas toujours très belles. Elles ne sont pas très belles. Pour qu'elles soient bonnes. Voilà. Donc, il y a un grand passage, à peu près 300 à 500 clients par jour. Oui, voilà, sur des journées, selon la semaine, il y a un petit peu moins que le week-end. Le samedi, une grosse journée, un peu comme dans tous les commerces, Ouais. de toute façon. Voilà, mais c'est vrai qu'on accueille. On a vu ce matin qu'il y avait pas mal de monde. Oui, du monde. Le matin, ça commence tôt aussi. Tôt, ouais. Dès l'ouverture à 8h30, il commence à y avoir. Il y a combien d'employés ici? Alors, on est 13 pour le moment. On est commencé à 11, on est monté un petit peu parce qu'effectivement, il y a pas mal d'affluence. Et donc, c'est une structure qui devrait se stabiliser de 13 personnes. Bon, et hors saison, produits tels que salade, pommes de terre, etc., qu'est-ce qui se vend le plus là? Alors, le fait est qu'aujourd'hui, on va dire qu'en saison, le chiffre d'affaires, c'est 40% de fruits et légumes. Donc là, on a la chance dans le département de produire beaucoup, que ce soit en fruits ou en légumes. Et donc, on a une gamelle très large. Donc, les gens viennent pour ça principalement, en saison. Et après, ils ont découvert au fil du temps d'autres produits gardois dans ce magasin. Je dis gardois, sachant qu'on s'est autorisé quelques escapades un petit peu plus loin, quand, par exemple, les yaourts ou les vaches, on n'a pas de produits en gare. Oui. On a voulu les intégrer dans notre magasin. Donc, on est allé voir les ailes, on a énormément. Et à chaque fois, l'idée, même quand on fait une escapade, c'est on travaille en direct avec les producteurs. Ça, c'est il n'y a toujours pas d'intermédiaire. C'est interdit en fait en termes d'approvisionnement ici. Donc les gens découvrent la caravane qui est immense. Ah oui, là, il faut insister sur la caravane. Qui représente toutes les appellations présentes dans le Gard. Et on a un peu plus de 600 vins différents en fait, dans le magasin. Mais on a aussi des huiles d'olive, on a 6 apiculteurs qui viennent régulièrement. On a quelques artisans également de Limois qui produisent des produits type la rondade limoise qui est chez nous et qui plaît beaucoup aux consommateurs aussi. On a un boulanger qui nous fait des baguettes magnifiques avec des céréales, des farines bio gardoises. On est allé chercher comme ça des produits qui viennent agrémenter l'offre classique des producteurs, on va dire, tout en tournant à 90-95% de oui, ce sont vraiment des produits gardois, il fallait le signaler. Oui, c'est quand même la base, la très forte base, et on tient à ça. Il y a un écart important en prix par rapport à la grande distribution. Alors, sur les fruits et légumes, il y a un écart, mais il est en notre faveur, puisqu'en fait, pendant tout l'été, on a vendu beaucoup de produits de fruits et légumes à des prix inférieurs par rapport à la grande distribution. Sinon, on arrive à avoir on n'est pas plus cher, on va dire. Oui, mais l'écart, il y a quand même un écart. Oui, il y a un petit écart, et c'était un peu le but d'ailleurs, enfin, l'adéquation entre la rémunération du producteur et le prix de vente au consommateur. On a fait attention à ça, parce que nous, on n'a pas besoin de payer juste une structure, on va dire, on a besoin de faire des bénéfices. Le but, c'est de vendre des produits gardois. Voilà. Et gardois. Au moins, quand on mange une tomate pendant la saison, on mange une véritable sauce de tomate. Voilà, c'est une tomate, on a eu pendant un mois et demi une tomate plein champ. Bon. Alors, tu vas faire des envieux, enfin, la société, l'entreprise va faire des envieux, ou être copié peut-être. Nous, ça ne nous dérangerait pas, parce qu'effectivement, on voit même des enseignes qui commencent à. Certaines ont déjà travaillé depuis longtemps avec le local, on ne remet pas ça en cause, mais elles sont en train d'accélérer. Et c'est le type de magasin où on retrouve vraiment énormément de produits du département au même endroit, ça en fait réfléchir plus d'un. Et le but, en tout cas, même la finalité, ça va être que les producteurs gardois vont pouvoir vendre encore plus leurs produits localement. Et donc finalement, même si c'est pas vendu chez nous, c'est vendu ailleurs, le but sera atteint. D'accord, parce que nous, les consommateurs, on a ras-le-bol de la malbouffe. Voilà. Les consommateurs, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, je vais venir te titiller un petit peu sur la profession d'éditeur, de cette structure
Ben d'abord, cette structure, c'est effectivement atypique. C'est atypique notamment parce que Jean-Paul a juste oublié de dire quelque chose, c'est qu'il a aussi des livres dans cette structure. J'avais entendu ça. Il a aussi des livres et il nous a contactés pour justement agrémenter donc, cette structure avec de l'édition, mais effectivement on en parlera. On va en parler. Alors moi, maintenant, ben, c'est vrai qu'en étant là assez régulièrement, eh ben, je ne fais plus mes courses, en tout cas tout ce qui concerne les fruits et légumes, ici. ouais, parce qu'on trouve tout. Mais en plus, on trouve tout. Alors, on va faire organiser un apéro. On a besoin bientôt de viande, on en aura. Un petit déjeuner, improvisé. Avant l'émission, on avait tout ce qu'il fallait. Il y a le pain, il y a tout, donc il ne manque pas grand-chose. Voilà, et puis surtout, cette table est extraordinaire. 620 différents. Ouais. Je veux dire, il y en a vraiment. On vous rendez compte qu'on peut boire un vin différent chaque jour en un an et demi. Ouais. C'est pareil. Bien. Bientôt un drive par contre. Alors, justement, je voulais te poser la question, Jean-Paul. Un drive avec ce procédé de vente n'enlève-t-on pas la proximité avec le client? Alors, c'est devenu un mode de consommation entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus accros, mais enfin, en tout cas, c'est devenu un mode de consommation pour eux qui est important. À tel point qu'on voit des drives pas très loin de chez nous ici qui fonctionnent tout au long de la journée. Et certaines personnes, donc, on a eu aussi, moi j'ai connu la distribution il y a très longtemps, et les gens avaient plaisir à venir faire leurs courses avec se balader pendant 1h30 ou 2 heures dans un grand magasin. Ça, c'est un petit peu terminé, et on le voit, donc les magasins sont réduits, on a un petit magasin qui permet de faire ses courses assez rapidement à l'intérieur, et les gens donc sont allés au plus court aussi, certains vont au plus court et font leur sélection avec leur téléphone. Vivant avec notre siècle. Ils viennent chercher, voilà, plutôt que d'aller livrer nous, ils viennent chercher leur marchandise. Précisons également que j'ai fait 7 ans, un restaurant va ouvrir. Oui, alors ce sera un petit peu plus tard. Et donc ça sera un petit peu plus tard, mais effectivement le restaurant va aussi utiliser comme matière première, entre guillemets, Les produits gardois. Ouais. Donc d'ici la fin de l'année quand même. Oui, on espère bien. Alors, pourquoi avoir pour quelle raison y a-t-il des livres au milieu des salades? Ça, c'est une très bonne question. Et je crois que beaucoup de gens se la posent quand ils rentrent dans le magasin, effectivement. La première raison, c'est que je connaissais Christophe auparavant. Et quand j'ai cherché, moi, ça fait quelques années que je suis sur le projet, je cherchais justement des produits gardois à intégrer dans ce magasin. Et je sais pas, un jour, il y a eu un déclic, je tiens, je vais appeler Christophe. Et bon, alors, il y a aussi ce côté un peu, on a voulu créer un espace culturel dans notre magasin parce que le monde agricole, il y a des personnages extraordinaires dans le monde agricole, complètement différents. Et donc, on ne voulait pas représenter que des produits. Voilà, et au travers des livres que j'ai découverts de chez Christophe ou chez Nombre 7, on a des auteurs gardois. Donc là, on reste dans ce côté ancrage départemental, on va dire. On retrouve des auteurs qui en plus parlent du département, pas tous, mais certains parlent du département. Et tout ça, en fait, c'est ça qui m'a fait amener à contacter Christophe. Et ensuite, il m'a présenté donc, une page beaucoup plus large de tout ce qu'il faisait. Et même tête à tête, pardonne-moi, même tête à tête, tient à parler des artisans, des artistes, des Nîmois, gardois. Donc ça, pour nous également, c'est important. Ben voilà, du coup, en fait, on arrive à relier tout ça autour d'un même département, en fait, des gens qui occupent ce département et qui le vivent. Tout à fait. Alors Christophe Laontes, alors pourquoi avoir créé Nombre 7 et quelle est la signification de ce Nombre 7? C'est très simple. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde de la communication, puisque je travaillais en régie publicitaire pendant quasiment une quinzaine d'années. Et ensuite, on a fait un petit peu le tour en régie publicitaire, soit on part et on va construire ailleurs, soit quand les clients commencent à nous taper dans le dos et de nous dire même tu repasseras parce que là, ce coup-là, je ne peux pas suivre, c'est qu'on a fait le tour du boulot. Et donc, moi, j'étais un petit peu à la croisée des chemins. Et donc, j'ai dirigé, je suis rentré, donc j'ai été recruté dans
dans une société qui m'a proposé de diriger son imprimerie, et qui faisait essentiellement du livre, et du livre à la demande. À la demande. C'était un peu particulier, et c'est là où j'ai découvert en fait un petit peu ce qui est devenu Nombre 7 finalement, puisque en fait, j'ai rencontré des auteurs qui avaient des besoins qui étaient très, très présents, et j'ai beaucoup travaillé d'abord en auto-édition, c'est-à-dire que je les ai accompagnés à réaliser leurs livres. Finalement, je les ai accompagnés à transformer leur clé USB en livre adulte. Voilà. Ça, c'était déjà dans un premier temps. Ensuite, l'histoire a fait un petit peu son chemin, j'ai quitté cette société et j'ai proposé une librairie sur le net pour qu'il y ait une reconnaissance et qu'il y ait, je dirais, un petit peu plus de notoriété pour que les auteurs qui étaient locaux puissent avoir une audience qui soit une audience plus large, nationale. Mais j'ai continué à les accompagner parce qu'ils se sentaient un peu orphelins finalement de ne plus avoir quelqu'un qui leur permettait de réaliser leur ouvrage. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué en fait à leur proposer des services d'édition, on va dire, sans que ce soit réellement de l'édition, c'était de l'édition, mais ils continuaient à produire leur ouvrage. Et je dirais que comme les belles histoires, c'est toujours de bonnes histoires. La personne qui m'avait recruté à l'époque, donc, pour entrer dans cette société et diriger l'entreprise, qui était directeur général, avait aussi quitté cette entreprise et puis revenu me voir pour me dire, mais Christophe, pourquoi on n'essayerait pas de mettre en place quelque chose d'innovant avec tes compétences en matière de politique et mes compétences en matière de marketing numérique pour justement faire la maison d'édition de demain. Le nombre 7, c'est un nombre parfait. Alors, le nombre 7, ça peut être considéré comme un nombre parfait, ça peut être considéré comme un nombre d'accomplissements, ça peut être considéré comme... On prend par exemple 7 notes de musique, Ouais. 7 jours de la semaine, emblème de Bouddha, et 7 chakras. Voilà, par exemple. Et donc, alors, quel que soit, voilà, tu vois, tu as fait un peu le résumé, quelle que soit la croyance, quelle que soit la croyance que l'on peut avoir, quelle que soit la religion, le nombre 7, bien le nombre, pas le chiffre, je vais là-dessus. Oui, Le nombre 7, en fait, est tout ce qui n'est pas son nom. Le chiffre 7, c'est le nom du nombre 7. Par contre, on regardait tout ce qui entourait. Donc, je pensais que c'était un beau symbole de partage. Très bien. Voilà. Je voulais vraiment Me l'entendre dire. te l'entendre dire. Disons alors, l'éditeur, ne serait-il pas le vilain monsieur qui prend tout l'argent à l'auteur tout en se tournant les pouces? Alors, particulièrement non, et c'est aussi pourquoi nos livres sont ici, donc comme des agriculteurs, c'est qu'en fait, nous, on a un travail qui est particulier. Effectivement, d'abord, la première chose, c'est qu'on lit les livres. Il n'y a pas un livre qui est édité chez nous qui n'a pas été lu, qui n'a pas été amendé, et pour lequel on n'a pas fait un retour de lecture à l'auteur. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on accepte des livres, on en refuse. Ça, c'est la base. Quel est le critère du refus et de l'acceptation d'un livre? Alors, il y a des critères qui sont d'abord qui sont liés, je dirais, à des phénomènes juridiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas dire, parce que ça va à l'encontre, lorsque ça peut traiter je dirais peut-être de pédophilie, de choses comme ça, voilà. C'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Si ça met en cause des personnes existantes ou inexistantes. Politique également? Possiblement. Non, l'édition n'est pas libre. Ah non, on est lié à ce qu'on écrit, et on est lié à ce qu'on publie. Voilà. Même si... Vous êtes le garant de ce que vous publiez. Aussi, ouais, tout à fait. Un peu comme Marie-Claire Régnier, qui vient de signer un contrat, qui a fait un petit bouquin autobiographique, je crois. C'est récent, non? Non, c'est un récit. C'est un récit. Ouais. D'accord. C'est un récit, mais c'est un livre qu'on a lu, comme les autres, comme celui qui est là sur la table. Et c'est un livre pour lequel on a apporté, un avis. Et quelquefois, certains livres ont besoin d'être un petit peu réactualisés, où il y a quelques maladresses qu'on va essayer d'accompagner. Parce que quand on édite un livre, des fois, souvent, on est brut, on est une pierre brute. À nous, après, d'aller chercher la quintessence avec l'auteur. Toujours avec l'auteur, on ne fait pas ce travail-là dans une officine. Voilà. Après, les autres critères, ça va être un critère commercial, puisqu'en fait, il faut qu'il y ait un angle qui nous permette de présenter cet ouvrage. Voilà. Alors, quand c'est un roman, quand c'est de la poésie, c'est moins compliqué. Là où c'est des fois un petit peu plus compliqué, et là où c'est un petit peu plus tendu, c'est lorsqu'on va attaquer des sujets d'actualité. Voilà, il faut que ce soit fait avec de la distance, il faut que ce soit fait avec, du respect pour le sujet qui est traité. Voilà, comme par exemple la PMA. On a publié un livre sur la PMA, mais qui est un livre
qui raconte l'histoire d'une femme qui a dû faire appel à la PMA mais dans les années 80, où on était dans une autre dimension. On parle aussi on a un ouvrage alors, pour les choses d'actualité, autour du deuil périnatal et la reconnaissance en fait des parents qui ont perdu un enfant autour de la natalité. Voilà, et puis essayer de leur trouver un nom, parce que ça n'existe pas. Donc ça c'est le combat d'une des auteurs de fidèles qui s'appelle Nadia Bergoglou et qui lutte au quotidien pour qu'on reconnaisse ce nom. Donc il y a un comité de lecture. Voilà, on a un comité de lecture et puis donc il y a des livres pour lesquels on propose aux auteurs, parce qu'il y a moyen de le rendre publiable, de faire quelques modifications. Alors certains refusent et donc du coup on ne peut pas leur proposer d'éditer. D'autres le font avec, je dirais, beaucoup d'échanges et ça se passe souvent bien. Voilà, puis il y a d'autres livres que l'on est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas. Mais on ne peut vraiment pas décemment le Donc le rôle quand même, ensuite le rôle des librairies et des beaux-arts. Et comment faites-vous pour lutter contre par exemple Gallimard ou Fayard? Alors on ne lutte pas, mais c'est resté à notre place. Moi, je ne suis pas Gallimard, je ne suis pas Fayard. Oui, bien sûr. Moi je suis Nombre 7. Oui. Et j'espère que demain j'aurai le prochain concours. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que l'on va viser. Nous, on va être disponible pour les auteurs et on va mettre en sorte, on va mettre en œuvre tout un tas de stratégies, notamment autour d'Internet, pour qu'ils aient une légitimité et une reconnaissance. Et souvent plus que énormément d'auteurs qui sont chez Fayard ou dans d'autres maisons d'édition, pour la bonne et simple raison que pour nous, chaque auteur est important. Comment est rémunéré un auteur? C'est très simple, il est rémunéré de la façon suivante, c'est qu'il a des droits d'auteur. Et alors, nous, on a fixé les droits d'auteur en fonction du réseau de diffusion. C'est très simple, si c'est un réseau de diffusion qui est direct, c'est-à-dire que les ventes sont faites par notre plateforme nombre7.fr, librairie.nombre7.fr, pardon, ou alors si c'est l'auteur qui le vend, il a une rémunération qui est plus importante que lorsqu'il va vendre dans une grande surface comme ici chez Jean-Paul, ou alors dans une librairie ou sur une plateforme de e-commerce. Mais le libraire a quand même une importance considérable pour pouvoir promouvoir un livre. Alors, le libraire a une importance considérable dans la mesure où ce libraire aura la possibilité de diffuser cet ouvrage. Alors, certains libraires sélectionnent des livres, d'autres n'en sélectionnent pas. Toutefois, ils sont tous informés que les livres existent. Ils reçoivent tous les informations concernant la parution de ces livres. Donc, à eux de l'accepter ou pas? À eux de l'accepter ou pas. D'accord. Voilà, parce qu'on ne fait pas, étant donné que nous sommes, nous, des distributeurs directs, comme Jean-Paul, et c'est pour ça qu'on est ici, on n'a pas de diffuseur-distributeur. Donc on ne rentre pas dans cette mécanique perverse de la diffusion-distribution que dans laquelle nous sommes. Par contre, il n'y a pas un livre qui ne peut pas être commandé dans une librairie, ou que ce soit dans le monde, qui soit publié chez Nombre 7. Voilà. Et la personne qui va le commander en librairie recevra ce livre, comme si elle avait pris dans le rayon du libraire, sans aucun frais de port. Voilà, c'est très important, parce que nous n'avons pas une politique où nous allons déposer des livres chez les libraires systématiquement, ou par choix, quelquefois. Mais par contre, chacun doit pouvoir se procurer chez le libraire, parce que nous soutenons les libraires, le livre qu'il aura choisi, Et sans donc, que ça lui représente une charge complémentaire. ce qui est bien également, c'est que pratiquement tous les week-ends, tous les samedis, il y a un coup de cœur, par exemple, pour un auteur. C'est ça. Tous les samedis, Tous les samedis. Une personne, un auteur qui vient dédicacer son livre en direct. Alors on lui aménage un petit espace au milieu des fusées écrits. Ouais. Se retrouve, Ça, c'est rigolo, ça. Parfois, elle se retrouve un petit peu perdue au début, et puis après, en fait, on s'aperçoit que les clients viennent discuter un petit peu avec eux, viennent voir ce qui se passe à cet endroit-là, et il y a des discussions qui s'engagent, et des fois, je vois des gens discuter pendant un quart d'heure, et l'auteur, en fait, prend plaisir, je pense, à expliquer, à échanger avec le client aussi. Ils vendent aussi un petit peu de lui, Oui. pas ça. Parce que ça fonctionne bien. Effectivement, il y a des auteurs qui vont très bien. Voilà, donc c'est particulier, on va dire. C'est un peu bizarre au début. Ouais. Et puis en fin de compte, tous les samedis, on est content de voir arriver dans. C'est pour ça que j'ai mis un bouquet autour des salades. Ben, c'est un peu, moi, c'est moi qui ai proposé ça à Jean-Paul, parce que nos auteurs sont locaux. Nos auteurs font des livres souvent qui parlent du terroir,
Et donc l'idée, qu'est-ce que c'était? Je disais à Jean-Paul, je dis écoute, moi j'ai beaucoup d'auteurs qui seraient intéressés pour faire des dédicaces. Des fois c'est compliqué dans les librairies, voire impossible, ou dans d'autres zones, ou alors c'est toujours à long terme et dans des conditions qui ne sont pas favorables. Eh ben, tu sais ce que je te propose? J'ai dit, moi je te propose et je te promets de te faire venir un auteur tous les samedis de 8h30 à la fermeture à 18h. Il m'a dit banco, donc on a un calendrier qui évolue tous les jours, puisqu'en fait on a des auteurs que l'on inscrit, que l'on choisit et que l'on inscrit chaque semaine pour venir faire leur dédicace au Mas des agriculteurs. Et puis je pense que ça commence un peu à s'ancrer, puisqu'on a des auteurs qui nous disent les personnes m'ont contacté pour venir récupérer le livre que je leur dédicacerai au Mas des agriculteurs. Oui, donc, par exemple, comme le livre sur l'hymne olympique, là. Ouais. Moins 8. Moins 8. Donc il existe également. Alors il est au Mas des agriculteurs. Moins 8, c'est un ouvrage qui a été écrit par un supporter de la première heure du Nîmes olympique qui s'appelle Georges Vierne, qui est margueritois, donc il n'est pas loin, et donc qui a voulu, à travers un roman, retracer l'épopée du Nîmes olympique, l'année donc où Nîmes olympique est remonté et a fait la remontada de ces fameux 8 points. Et le message n'est pas que celui-là, c'est-à-dire que c'est un message à la fois, je dirais, ce roman-là, c'est l'histoire d'un jeune qui est un petit peu à la traîne au niveau scolaire, qui est supporter de Nîmes olympique et qui va rencontrer un autre supporter qui est un monsieur un petit peu plus âgé et qui va l'accompagner avec toute sa sagesse et qui va, à travers toutes les épreuves que va subir Nîmes olympique et leur remontada, permettre à ce jeune de faire sa remontada et trouver sa voie un petit peu plus tard. Par exemple, ce livre, est-ce qu'on peut le trouver en librairie ou on pourra le trouver ici? On peut le trouver, je répète, donc on peut le trouver en librairie, on le commande en librairie. D'accord. Parce qu'en fin de compte, dans les librairies, il n'y a plus les têtes de gondole, entre guillemets. Il n'y a que les... C'est difficile. Le combat est difficile. Non, encore une fois, c'est pas un combat. C'est pas un combat, c'est une réalité économique. Voilà. Nous aujourd'hui, avec ce que l'on représente, pour une librairie, c'est compliqué d'arriver à se démarquer. Alors soit on a un sujet qui est très intéressant, et ça on arrive à le démontrer auprès de la librairie, mais ça en général c'est le travail d'un diffuseur-distributeur de faire ça. Nous on n'a pas de diffuseur-distributeur, nous on préfère en fait que ce soit l'auteur qui soit promoteur de son ouvrage. Quelqu'un qui ne s'investit pas dans ce qu'il publie, dans ce qu'il produit, je ne sais pas comment il va arriver à le faire. Donc nous on est disponible. On a une personne qui s'occupe chez nous, donc on a un agent d'auteur, on a une personne qui s'occupe de toute la communication, et en fait, si vous voulez, on propose, toutes les librairies sont au courant des livres que nous publions. Par contre, on ne va pas systématiquement leur apporter, il reçoit les fiches de noter par mail, mais on ne va pas systématiquement leur apporter, faire un travail entre guillemets commercial, puisqu'en fait, ce travail-là, il est fait en amont sur d'autres œuvres. Que ce soit pour un éditeur ou pour un directeur de grande surface, les réseaux sociaux sont très importants également. C'est sûr que les réseaux sociaux, on a pris le parti d'ailleurs nous de communiquer beaucoup au travers des réseaux sociaux. Déjà pour une histoire de coût, parce qu'on va laisser une fois la dépenser en publicité. Et puis surtout parce que de plus en plus de personnes se connectent au travers de ces réseaux et on s'aperçoit que les tranches d'âge en fait sont en train d'évoluer. On est parti de gens plutôt jeunes et finalement aujourd'hui tout le monde, toute génération se connecte sur les réseaux et c'est un vrai vecteur de communication. C'est pareil pour un éditeur. C'est pareil, les choses évoluent évidemment. Aujourd'hui, on peut donner un livre comme celui-ci sera certainement plus vu et aura une notoriété bien plus grande que au moins 60 ou 70% des livres qui sont publiés, y compris dans des grandes maisons d'édition, parce qu'en fait, on a mis en place tout un réseau de communication qui lui permet de ne pas passer entre les mains du filet et d'être visible. YouTube, etc. Oui. Bien, merci Christophe. Merci Christophe Larandès, éditeur à Nîmes. Et ça, c'est important. Nous gardois, Nîmois. Merci également à toi, Jean-Paul, de nous avoir accueillis. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici, dans cet endroit où magique. On a même une fresque que nous a concoctée l'école des Beaux-Arts de Nîmes. On était jusqu'au bout pour la décoration et c'est un endroit que je trouve assez sympathique. Eh bien, nous aussi. Merci à toutes, merci à tous. Restez-nous fidèles. Et puis à très bientôt. Bye bye.
Bonjour monsieur. Voilà. Attendez, faites voir un peu ça. Ouais, c'est calibré. Bon, c'est bon. Allez. Aujourd'hui, c'est pour moi. Voilà. Tenez. Ah, Voilà. merci. Jour de fête. Hein. Bonjour jeune homme. Monsieur. Bon ben écoutez, c'est pour moi aussi. Là. C'est vrai aujourd'hui, ah oui. C'est super sympa. Ah oui, c'est mon anniversaire en plus. Alors tenez. Voilà.